Rebonsoir, nous recevons ce soir un médecin au cœur de l'événement. C'est la vaccination qui ne se déroule pas comme prévu, c'est la menace des variants aux effets incertains. Et puis c'est le personnage Axel Kahn au caractère fort. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Rochebain. Un mot là-dessus d'abord. Il y a des passions, vous faites partie de ces médecins qui suscitent les passions dans cette affaire du Covid. Il y a les canistes, les anti-canistes. On voit ça avec un Martin Blachier, on voit ça à l'extrême avec un Didier Raoult. Pourquoi, au fond? Parce que le Covid n'est ni de droite ni de gauche. Pourquoi il y a une telle passion? Puis moi, je n'ai jamais attaqué personne. Oh, un peu quand même. Et été attaqué. Mon collègue, je le vois là, mon collègue Didier Raoult, au départ, il a proposé une solution, une hypothèse qui m'a semblé intéressante. J'ai écrit, j'ai dit, peut-être même à la télé, que j'espérais que cette intuition était bonne, mais rapidement, comme je suis même médecin, j'ai eu les premiers résultats, les premières données qui indiquaient que non, cela ne marchait pas. Et ensuite, j'ai critiqué le fait qu'il était médecin et il disait, mais c'est vrai que je n'ai pas fait d'essai contrôlé, qui est la forme la plus probante et la plus précise pour évaluer l'efficacité d'un médicament, des essais, parce que, vous comprenez, on ne va pas prendre les personnes malades pour des cobayes. Et là, je suis, comme vous savez, depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans, dans les comités d'éthique internationaux français, de France et de Navarre, et donc, je ne me suis pas emporté, mais j'ai indiqué mon excellent collègue, je le connais bien en plus, Didier Raoult, il n'a pas raison là. Ce qui est éthique médicalement, c'est d'avoir toutes les raisons et les moyens de trouver et de démontrer qu'il y a un meilleur traitement. Et pourquoi c'est éthique? C'est qu'une fois qu'on a démontré cela par un essai contrôlé bien conduit, tout le monde en est convaincu et toutes les personnes qui pourraient en bénéficier sur la planète en bénéficient. Mais ça, c'est exigible. Axel Kahn, vous venez de faire la démonstration que j'ai raison, je lâche un mot, vous partez vraiment dans la démonstration, on parlera de votre caractère bon ou mauvais dans un instant, énergie vitale que vous avez, et en même temps, le face-à-face avec la mort que vous avez beaucoup rencontré dans votre métier de médecin. On parlera de ça aussi, la Ligue contre le cancer, le suicide d'un père, la mort que vous avez affrontée comme jeune médecin. Est-ce que là, vous sentez ça, c'est-à-dire ce côté embarqué dans un combat? Oui, il y a un combat, mais le travail de tout médecin est un combat, enfin, lorsque vraiment il le fait, il le mène au niveau d'engagement qui est nécessaire, c'est toujours un combat. Et en dehors de cela, tout homme engagé dans la vie, toute personne qui dit « je suis humaniste parce qu'il me semble qu'il est important de s'engager pour que dans tel ou tel domaine, les personnes aient plus de facultés, plus de possibilités de s'épanouir ». Eh bien, je vais vous dire, monsieur Rochebain, c'est un combat. Et donc, comment peut-on vivre sans concevoir la vie comme un combat? Alors, on est dans ce combat pour la vie et en même temps, il y a cette crise des vaccins qui paraît étonnante. On devrait se précipiter pour être tous vaccinés le plus vite possible. Or, il y a une partie importante de l'opinion, visiblement, qui existe. Ce sont ces créneaux de rendez-vous non utilisés, ce sont ces doses non employées. Comment est-ce que vous l'expliquez? Écoutez, le domaine de la vaccination est très ancien, mais les vaccins qui ont été employés contre un agent infectieux nouveau, c'est évidemment des vaccins nouveaux. Et en plus, il y en a certains qui sont de nouvelle génération, et même d'un type qui n'a jamais existé auparavant. Ce sont les vaccins ARN. Qu'est-ce que vous dites, pardon, à celles et ceux qui maintenant hésitent, qui disent bon, je vais voir, je veux bien peut-être un Pfizer, mais pas un AstraZeneca. Enfin voilà, ce sont beaucoup de gens. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est un phénomène mondial, hein, ce n'est pas un phénomène français. Ce qui se passe, c'est que d'un point de vue des accidents spécifiques, AstraZeneca peut en donner de très rares, mais très spécifiques quand même. C'est un syndrome qui est fait de coagulation intravasculaire, thrombose profonde, etc., à peu près chez une personne sur 40 000 à une personne sur 120 000. Donc ce n'est pas très fréquent. Mais vous voyez, si par hasard on considère qu'il y a à un moment donné 15 millions de personnes qui sont vaccinés, ça fait quand même des milliers d'accidents et des centaines de morts. Donc il faut faire attention. Mais ce sont des bons vaccins. C'est-à-dire, ce sont des bons vaccins contre les formes actuelles. Contre les formes actuelles. Il y a un autre problème, c'est que tout le monde est à peu près d'accord, et c'est également la recommandation du Conseil scientifique, que pour ce qui est de la protection contre les nouveaux variants dont vous me reparlerez sans doute, alors les vaccins ARN sont préférables. Donc vous avez in fine un bon vaccin, mais qui peut donner des accidents rares, mais néanmoins très spécifiques, et qui, sans doute, protège moins bien contre les variants que l'on craint. En clair, transparence complète, il ne s'agit pas d'inciter là. Le Pfizer et Moderna, pour les variants, s'annoncent
a priori plus efficace, on peut dire ça, Écoutez, selon vous? Pourquoi disais-je cela? Ouais. Je dis cela d'abord parce qu'il y a eu un essai clinique en Afrique du Sud. Comme vous savez, l'Afrique du Sud a constaté que l'AstraZeneca ne protégeait pas contre le variant V2, qui est le variant sud-africain, et ont essayé de refiler, enfin de céder leur vaccin à des personnes qui en avaient besoin. Il y a eu également une étude limitée sur la protection conférée contre le variant sud-africain en Afrique du Sud. Pourquoi je dis essai clinique? Parce que j'en ai parlé au début. Rien ne vaut un essai clinique en grandeur réelle. Et donc, sur quelques centaines de personnes, les vaccins ARN, en l'occurrence, c'était, vous avez raison, le BioNTech, a été protecteur. Je ne peux pas vous dire qu'il est aussi protecteur que contre les souches V1 anglaises ou les souches antérieures. Sans doute pas, mais il est protecteur. Voilà. Axel Kahn, soyons très clairs, pour celles et ceux qui seront vaccinés, la prime pour le retour à la vie normale, qu'est-ce que ce sera? Si on vise l'été, par exemple, qu'est-ce que ce sera? Les voyages? Ça sera les voyages, mais je peux vous le dire, puisque j'ai eu la chance d'être l'un des premiers vaccinés dans le pays. Avant que le mois de janvier ne se termine, j'avais eu mes 2 doses. Ouais. Et la raison pour laquelle il en est ainsi, ce n'est pas que je me suis précipité pour passer avant les autres, mais que j'étais mobilisé pour une grande opération médiatique, donnant l'exemple. C'était l'époque, je vous rappelle, où il y avait quasiment 44% seulement des personnes qui étaient prêtes à se faire vacciner. Comme Alain Véran, vous avez montré les biceps. D'accord, voilà. Et avant lui, les biceps, je ne sais pas, non, ceux de Alain Véran sont nettement plus développés que les miens, mais il y a une petite différence d'âge. Donc, on a pris une douzaine de people, surtout de domaine médical, parce que les personnes se disent, si le médecin, il n'hésite pas à se faire vacciner, comme ça, quand même, il sait, c'est que on doit pouvoir limiter. Est-ce que ça vous choque que même des professions médicales, des soignants, hésitent à se faire vacciner aujourd'hui? Oui, ça me choque. Ça me choque parce que c'est la responsabilité professionnelle et morale des soignants dans les hôpitaux et des soignants dans les EHPAD, c'est également extrêmement important de se faire vacciner. Ça l'est doublement aujourd'hui. Ça l'a toujours été parce qu'il faut préserver sa capacité de soigner les gens en étant soi-même vacciné. Mais ça l'est pour une autre raison. On sait que le vaccin empêche la transmission. Sinon totalement, empêche énormément la transmission. Et donc, être vacciné, c'est prendre la garantie, et ça c'est une responsabilité morale et professionnelle, d'éviter de contaminer les autres personnes, les personnes malades, qui vous font confiance. Dans une situation d'une gravité qu'il faut voir à travers les chiffres Covid en réanimation, on va les regarder ensemble. On est toujours autour de 6 000 personnes en réanimation, 5 879 très exactement. C'est un chiffre considérable, n'est-ce pas? Est-ce qu'on le sous-estime? Est-ce que l'opinion sous-estime ce chiffre? Oui, naturellement, mais vous savez, mais je comprends bien. C'est insupportable la mort, donc il faut qu'on s'y habitue. Tout à l'heure, je vous dirais que moi-même, je suis devenu assez familier de la mort. Il y a un déni aujourd'hui? Il n'y a pas un déni, mais il y a un désir de vivre. Et ce désir de vivre exige, et ça c'est très important, de créer le monde des vivants. Et puis, certes, on n'oublie pas les morts, mais il faut faire en sorte que le monde des vivants ne soit pas en permanent perturbé par le monde des morts. Comme jadis, vous savez, on craignait que les morts la nuit ne viennent pour vous embêter. Eh bien là, l'idée des personnes mortes, on le met à l'écart. C'est un réflexe d'autodéfense qui est tout à fait normal et que je puis parfaitement comprendre. Est-ce qu'on vit ce moment-là? Maintenant, on se rappelle tous quand tout le monde, la famille avec les enfants, tout le monde allait sur le balcon pour applaudir premier. Et puis là, l'impression que beaucoup de gens n'ont plus envie de penser à ça, de penser à ce qui se passe derrière les murs de l'hôpital. Il y a cela. Il y a aussi le fait de l'accoutumance, comme je vous l'ai dit à propos de la mort, c'est aussi l'accoutumance, ma foi, à l'héroïsme des soignants. Et puis il y a le fait qu'il y a eu ces polémiques par rapport au non-enthousiasme de certains soignants de se faire vacciner. Vous avez vécu la réanimation, c'est un de vos premiers stages, je crois. Hein. Il y a des scènes incroyables où vous racontez cette dureté de la réanimation où beaucoup de gens... J'ai été un réanimateur durant des dizaines d'années de ma vie. Ouais. Je n'ai arrêté la réanimation très lourde, qu'en 1992. Donc,
En effet, alors c'est pas exactement la même époque, mais la gravité des personnes était du même ordre. Et je vois bien ce que vivent les réanimateurs aujourd'hui, les soignants aujourd'hui, lorsque en permanence, tous les jours, arrivent de nouvelles personnes qui, pour beaucoup d'entre elles, ne sont pas si âgées que cela, et même quand elles sont âgées, sont des personnes vivantes, et une vie qui peut être perdue est toujours dramatique, et qui savent très bien qu'en réanimation, ils vont en perdre les 2 tiers. Et là, c'est le Axel Kahn d'une franchise désarmante, ce qui peut choquer même parfois. Vous êtes un des rares à avoir parlé des arrière-pensées du réanimateur, qui dit, voilà, celui-là ou celle-là ne peut rien faire en réalité, et ça amène parfois des pensées un peu inavouables. Absolument. Je suis obsédé par l'idée de devoir. Si j'ai un conseil à donner, le message, on pense toujours à donner un message aux générations qui me succéderont, c'est qu'est-ce que je dois faire monsieur, qu'est-ce que je dois faire papa, qu'est-ce que je dois faire papy. Écoute, déjà si tu fais ton devoir, ça sera pas mal. J'ai pas beaucoup d'autres choses. Et c'est le devoir du réanimateur dont je parle. J'étais donc en effet en 92 dans une garde de réanimation. Et j'avais une garde épouvantable. Je n'avais pu m'allonger pour la première fois depuis le début de l'après-midi qu'à 5h, 5h30 du matin. Et par conséquent, j'étais épuisé, je suis allongé, tout habillé, et une demi-heure après, je m'étais assoupi, on frappe à ma porte, et l'infirmière disait « Monsieur Kahn, docteur Kahn, venez, 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 il y a Juliette dont la tension est en train de s'effondrer. » Et Juliette, je la connaissais bien, c'est une femme qui avait avalé presque tout le contenu d'une bouteille d'eau de Javel pour se tuer, et qui avait dissous la totalité de son œsophage, contaminé son médiastin, elle avait l'os du sternum qui était ouvert pour permettre de drainer, et il était certain qu'elle ne pouvait pas vivre. Peut-être aujourd'hui, elle pourrait vivre, mais à l'époque, elle ne pouvait pas vivre. Et vous avez raison, de manière très fugitive, l'idée m'a traversé, elle est foutue, Juliette. Ça aurait pas été plus mal si elle était morte d'un coup sec et que l'on m'avait laissé dormir une demi-heure de plus. Et quand même, comme je suis un obsédé... Ça vous a fait honte? Voilà. Comme je suis obsédé de l'idée de devoir, vraiment dans la foulée, il n'y a pas eu d'intervalle entre les deux, l'évidence, l'absolue évidence, un réanimateur, évidemment, il ne peut pas faire ça, mais même, il ne peut pas penser ça. Et donc, sur l'instant, j'ai pris la décision d'interrompre mes gardes de réanimation, et j'ai de fait totalement interrompu. C'est la dernière garde de réanimation que j'ai prise, et d'ailleurs, à partir de là, j'ai interrompu également la médecine de soins. Le devoir, c'est le suicide de votre père. Vous êtes encore jeune homme, et il vous laisse ce mot incroyable où il vous dit sois responsable, c'est ça? Sois raisonnable et humain. Sois raisonnable et humain. Parce que c'est ton devoir. Et si c'est difficile à faire, fais-le durement. C'est par ces mots que commence la lettre. Donc, en effet, ça a été un élément, non pas fondateur, mais on va dire réorientateur de mon parcours de vie. Depuis, pour vous donner une idée, imaginez que ça vous arrive, cher monsieur Rochemin, je n'ai jamais pris une décision de quelque importance sans me demander qu'est-ce que papa en aurait pensé. Est-ce qu'il aurait considéré que je me comporte de manière raisonnable et humaine? Est-ce que ce que je fais est correct? Alors, ça, c'est vachement intéressant. Des fois, c'est lourd, je vais vous dire la vérité. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est un poids? Parce qu'un père oui, c'est un poids. Se tue, qui vous laisse... Mais c'est une sécurité considérable. Je l'ai comparé à un fil d'Ariane que m'aurait transmis mon père à sa mort et qui m'a évité de me perdre dans les labyrinthes de la vie où il y a des minotaures. Dangereux, agressifs. Je crois que ces minotaures, ce que j'appelle ainsi, c'est l'idée du mal, l'idée de l'action contre les autres, j'en ai été préservé. Je n'ai jamais agi pour nuire aux autres. Jamais de ma vie. Ça a été une force? Ça a été une garantie, ça a été une force, et c'est ce qui me permet, certainement pas d'être satisfait de ma vie, mais en tout cas d'avoir cette réflexion, on va dire, consolante. Est-ce que toujours j'ai agi de manière raisonnable et humaine? J'en sais rien, mais tous les jours depuis, j'ai essayé. Tous les jours depuis, je l'ai essayé. Est-ce que ça a forgé ce caractère que vous avez? On ne peut plus parler politique avec vous aujourd'hui parce que le cancer, vous êtes obligé. Mais vous avez été communiste, communiste dans les années 60, 70. J'ai été communiste, oui, de 61 à 76. C'était pas détendre. Il restait un tout petit peu encore du parti stalinien. C'était le caractère. Oui, mais on avait déjà commencé la déstalinisation
Staline était mort. Je vous rappelle qu'il est mort en 54. 53. Alors, bon ou mauvais caractère, d'où est-ce que ça vous vient? J'ai pas mauvais caractère, Oh. en fait. Non, je suis passionné. Mais écoutez, on s'est déjà vu depuis un certain temps. Vous m'avez déjà vu me mettre en boule. Oui. Oh, Oui, ici même. oh, Ici même. c'est pas vrai. Je veux une vidéo. Le Canard enchaîné, aujourd'hui même, donne une illustration de ce caractère. Ce sont des faits rapportés mercredi à la Gare du Nord. Vous auriez refusé de présenter votre test PCR que vous n'aviez pas, en disant « Je suis Axel Kahn » et en vous énervant, vous auriez ajouté, parce qu'on essaye quand même de voir, « Je m'en fous ». Oui, ça c'est inexact. Qu'est-ce qui est inexact alors? J'ai pas dit je m'en fous. Je suis Axel Kahn? Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Donc, j'étais en Belgique pour toute une série de conférences, 9, télé, radio, etc., etc. Je rentre, en effet, j'avais aucune difficulté, on m'avait rien demandé, et c'est mon éditeur qui avait pris tous ces rendez-vous. Et ni les organisateurs à Bruxelles, ni mon éditeur ne m'avaient dit qu'il fallait quoi que ce soit. Donc, j'y allais tranquille, peinard. Et au retour, en effet, on me demande un certificat de PCR. Je savais que j'avais été totalement vacciné d'un point de vue scientifique. Oui, mais tout le monde doit respecter la règle en principe. Absolument, mais il n'y a pas de problème. Tout le monde doit respecter la règle. Même Axel Kahn. Même Axel Kahn. Mais il n'empêche qu'Axel Kahn, président de la Ligue, a considéré que si jamais il pouvait éviter une période de 10 jours de confinement, c'était pas mal parce qu'il y a tellement de bagarres. Vous m'avez dit tout à l'heure que on était en plein combat. Oui, c'est vrai, on l'est. Il y a tellement de bagarres que ça valait mieux. Et donc, j'ai argumenté. Et quand j'ai décliné mon identité, c'est tout simplement... Pauvres policiers qui se sont trouvés face à Axel Kahn qui Non, argumente. non, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y avait un policier, je lui ai dit que j'avais été vacciné, que effectivement je n'avais pas ça, je ne savais pas qu'il en fallait, mais que j'avais été vacciné, que c'était en principe inutile. Et comme je n'avais pas mon certificat de vaccination, je lui ai dit, j'ai décliné mon identité en disant, d'ailleurs, j'ai été vacciné en public. Pour donner On ne va pas faire Noël là-dessus. Quoi qu'il en soit, ce mauvais caractère, il y a des précédents. Oui, mais je ne me suis pas mis. Est-ce que vous vous souvenez, il y a ce moment terrible. Je ne me suis pas du tout emporté. Ce qui est dit, je ne me suis pas emporté, je n'ai pas dit je m'en fous. C'était pour moi une affaire, je veux dire, tout à fait minuscule. Alors, mais il y a des précédents terribles. Mais ce qui est important, c'est la vie aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, il y a eu cet épisode, pour moi totalement minuscule, qui a duré moins de 10 minutes, où il n'y a pas eu d'éclat de voix. Et comme je rentrais de Bruxelles, c'est un peu normal, il y a aussi des députés européens qui rentraient, et l'un d'entre eux que je ne connais pas, qui sans doute est quelqu'un qui ne m'aime pas beaucoup, a téléphoné au Canard, qui ensuite en a fait son affaire. Et moi, je pourrais vous raconter les choses, j'y étais. Oui, les coups de gueule d'Axel Kahn, parfois jusqu'à l'outrance. Il y a ce moment, je crois que c'est un rassemblement de sarkozystes en 2012, vous lâchez un tweet disant, vous comparez ça au rassemblement de Nuremberg, très vite après, vous dites pardon, j'ai exagéré, etc. Enfin, c'est vous, quoi. Oui, c'est vrai que je maîtrisais mal les tweets au départ, et donc j'ai fait une connerie qui était liée à l'émotion, je me rappelle. J'ai lu le discours de Nicolas Sarkozy au Trocadéro, ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Vous avez dit de vous-même, c'est vous qui l'avez dit, je suis manichéen. Ah non, j'ai toujours dit je ne suis pas manichéen. Quand j'avais 26 ans, non, quand j'avais 26 ans. Quand j'avais 26 ans, la raison pour laquelle mon père m'a demandé d'être raisonnable et humain, vous l'avez rappelé, à 26 ans, j'étais encore un militant et pour moi, il y avait la vie positive et la vie négative. Et mon père m'a dit, sois raisonnable, c'est-à-dire utilise ta raison, mais sois humain. En d'autres termes, il n'y a pas de vie bonne et mauvaise en soi. L'humanité, elle est comme elle est, tu la prends comme elle est. Allez, il y a quand même un Axel Kahn un peu plus doux, c'est l'Axel Kahn marcheur. Alors, c'est Jean-Jacques Rousseau. Oui, mais même l'Axel Kahn scientifique, il est doux. Oui. Mais la méditation... Le combattant contre le cancer, évidemment qu'il est actif. Le combattant contre les alcooliers, évidemment qu'il est actif. Et par moments, il est extrêmement important de parler haut et clair. Mais mauvais caractère, c'est-à-dire perdre le contrôle de moi-même, non, ça n'est pas l'un de mes habitus. Vous connaissez Lacan, soyez odieux et tout ira mieux. Il y a quelque chose de ça? Ça n'est pas du tout une planification de ma part. Axel Kahn, le cancer, évidemment, c'est pour vous la grande affaire. La Ligue contre le cancer, c'est un enjeu de société colossal. Lundi, c'était Bernard Tapie sur TF1. Hier, c'était Claude Lelouch, ici sur LCI, qui disait il y a évidemment tous ces gens qui succombent, mais il y a aussi parfois ces miracles de la force morale, la force d'âme qui arrive à faire reculer ou patienter la maladie. Est-ce que vous y croyez? Je crois que la force morale aide. Mais les médicaments et la thérapie anticancéreuse aident également beaucoup. On n'a pas de preuve absolue que la force morale, à elle toute seule, ait réussi à vaincre
à défaire le cancer. Mais oui, quand on a une force morale, eh bien, on se bat mieux, on stimule son système immunitaire et on sait qu'aujourd'hui, le système immunitaire est un acteur extrêmement important de la lutte contre le cancer. Ouais. L'optimisme marche. L'optimisme est un facteur de renforcement de tout, notamment des défenses immunitaires. Qu'est-ce qu'on apprend? Il y a toujours ces témoignages de cancéreux terribles. Par exemple, ceux à qui on apprend qu'ils ont un cancer vraiment très grave, qui disent, voilà, je regarde les gens dans la rue qui passent et je sens que je pars déjà. Je ne suis plus tout à fait de ce monde-là. Voilà. Vous avez vu beaucoup de gens. Énormément, toute ma vie. Qu'est-ce qu'on apprend? J'ai commencé à pratiquer la médecine en hématologie, c'est-à-dire dans un monde qui était peuplé de jeunes gens, en général jeunes femmes et jeunes hommes, qui étaient atteints de cancer du sang, de leucémie, des formes particulièrement graves. Aujourd'hui, on les guérit avec une grande fréquence. Ce n'était pas le cas lorsque j'ai commencé. Qu'est-ce qui reste de ça? Considérable, c'est-à-dire, parmi les éléments qui m'ont troublé et que je me rappellerai toujours, Juliette, je vous en ai parlé. Je me rappelle d'une autre jeune femme qui avait une leucémie lymphoïde depuis qu'elle était adolescente. Et là, elle avait 18 ans. Et j'étais dans le service depuis longtemps, j'étais chef de clinique, j'y avais été interne. Un jour, je rentre dans sa chambre, elle était en énième rechute, et cette fois-ci, rechute terminale. Elle me dit, docteur Axel, elle me regarde. Docteur Axel, je sais que je vais mourir, mais je vous le dis, je ne veux pas. Alors tu fais ce que tu peux. Et là, on a évidemment un désir terrible de fuir, de battre en retraite. Mais il ne faut pas. Et donc voilà, ça c'est un souvenir extraordinaire. À 15 ans, vous avez perdu la foi. Vous étiez chez les Jésuites à l'époque. Oui, j'étais enfant de chœur chez les Jésuites. Pourquoi vous avez perdu j'ai la même foi? voulu être prêtre. Eh bien, je vais vous dire, ça s'est passé lors d'une promenade au début du printemps, au mois de mars. C'était un jeudi, puisque dans les écoles, on ne travaillait pas le jeudi. Et en marchant, alors qu'il y avait des fleurs de printemps, je ne sais pas pourquoi, si c'est ces fleurs qui m'ont évoqué cette idée, mais je me suis mis à reprendre les actes de foi les uns après les autres, et les uns après les autres, j'ai vu, c'est difficile d'y croire quand même. Et bon, si bien que au départ de la promenade, j'étais profondément pieux et croyant. J'avais été enfant de chœur, scout de France, louveteau, etc. J'avais voulu être prêtre, j'avais même fait une crise mystique. Et à l'arrivée, et c'est un élément tout à fait fondateur de ma vie, j'ai dit, contrairement à ce dont j'étais persuadé, ça m'est difficile d'y croire. Et je ne me réjouis pas. C'est jamais revenu? Non, c'est jamais revenu, mais on va dire que mon pays natal, c'est le catholicisme. Ça reviendra donc peut-être, voilà. On ne sait jamais. Oh, je ne sais pas. Il n'y a aucun élément. C'est-à-dire le fait que je vieillis, j'ai 76 ans, et donc que la mort est un peu moins lointaine qu'elle était à l'époque, ne me fait absolument pas me mettre à espérer d'une vie éternelle. Je n'en fais pas l'hypothèse. J'en ai pas besoin. Merci Axel Kahn. Longue vie à vous. Je recommande votre livre Et le bien dans tout ça chez Stock. Merci beaucoup. La soirée continue sur LCI avec ce documentaire exceptionnel, je vous le recommande, sur la disparition d'Estelle Mouzin. Les fouilles ont repris en début de semaine en présence de l'ex-femme de Fourniret. Retour sur l'affaire dans un instant, documentaire de Stéphane Boucher et Lise David. Et puis rendez-vous demain, nous recevrons notre consoeur Zineb El Razoui qui est en lice pour le prix Nobel. Merci, à demain.